passe à la séance suivante. Bien. Merci beaucoup. Merci Amina. Vraiment, c'était très bien, c'était très court. Et j'introduis tout de suite le professeur Shafiq Mahraoui, chef du service de pneumo-allergo à l'hôpital d'enfants de Rabat, qu'on connaît tous, hein, d'accord, et qui s'y connaît très très bien en matière d'allergie de l'enfant. Il va nous parler aujourd'hui de l'allergie aux protéines du lait de vache. C'est la continuité de ce qu'on a fait tout à l'heure. Et Shafiq, tu as 20 minutes. OK ? Ce beau congrès. Donc, à toute l'équipe, je souhaite un beau succès. Donc, je vais parler de l'allergie aux protéines de lait de vache. Donc, c'est un modèle de l'allergie alimentaire. Alors, ça passe pas très bien. Ça passe, mais ça passe pas très bien. Bon, j'ai aucun conflit d'intérêt. Je défends beaucoup l'allaitement maternel. Donc, ça, c'est très bien. Donc, je vais parler de quelques données épidémiologiques, cliniques, paracliniques, puis le diagnostic. Alors, qu'en est-il de la prévalence de cette pathologie? Alors, sur les études anciennes, les autres data, on trouve des chiffres un peu élevés, donc qui atteignent les 4,5%, 4,9%. Alors, les études récentes, en particulier une étude de l'Euraprova qui a concerné beaucoup de pays en Afrique, a montré que l'incidence rapportée qui avoisine les 3%, mais les vrais cas confirmés, c'est vers les 0,5%. On va dire les chiffres autrement, disons que sur 20 cas suspects, il y a 17 qui ne sont pas confirmés. D'accord, voilà, donc on va parler de le surdiagnostic, et même il y a certains travaux qui ont montré que les guidelines peut-être encouragent le surdiagnostic en matière d'allergie aux protéines de lait de vache. Or, on décrit également donc, des allergies aux protéines chez le bébé allaité au sein. Ça, c'est une prévalence qui est très faible. On a fait une étude il y a quelques années. Bon, on était jeunes, ça fait 22 ans. On a trouvé une prévalence au Maroc de 0,5%. Donc, sur des tests avec un taux de confirmation par des tests de provocation. Hélas, ce n'est pas très fréquent, mais il y a des cas où ça tourne très très mal. Et puis donc dans cette revue de la littérature en 2023, on rapporte 41 décès. On signale quand même que dans 25% des cas, les enfants qui ont une allergie aux protéines de lait de vache ont eu au moins un recours dans leur vie au service des urgences. Bon, l'incidence, on pourrait dire qu'il y a 2 décès par million d'habitants par an. Les incidences les plus élevées ont été rapportées en Iran, on ne sait pas pourquoi. Donc, alors, je me suis basé beaucoup sur une mise au point de l'ESPAGAN. Donc, c'est tout des papiers également sur le DRACMA 2024. C'est un comité de vaccination. Puis, il y a beaucoup de guidelines locaux, en particulier celui de la région MENAP. Alors, donc, il souligne dans de ses recommandations qu'il y a un surdiagnostic de l'allergie aux protéines de lait de vache et que la prévalence confirmée par les tests de provocation tournerait autour de 1%. Qu'en est-il de la pathogénie? Les protéines qui sont impliquées, je ne vais pas beaucoup tarder. La caséine, on a beaucoup parlé, thermorésistante, témoin de la non-tolérance du lait cuit, de la persistance, et puis la bêta-lactoglobuline, thermoprotéine majeure, témoin d'une tolérance du lait cru, et puis donc bovine albumine qui croise parfois avec la viande bovine, les immunoglobulines, on va parler. On va juste mettre l'accent sur l'importance du chauffage sur les protéines du lait de vache, et ça va être un élément très important dans la réintroduction. Ouais, le chauffage, il détruit, change la conformation spatiale de la molécule et favorise de ce fait
la tolérance. Et puis s'il est incorporé dans une matrice, par exemple de blé, ça favorise encore la tolérance, et ça va être utilisé énormément au niveau de l'induction de tolérance et des protéines de lait de vache. Donc là, je vais passer très rapidement, juste pour souligner, donc une fois qu'un taux de caséine a une grande valeur prédictive de réaction au lait cuit. Donc je ne vais pas m'attarder beaucoup sur les manifestations. Le spectre, il est très très large, des manifestations IgE, des non IgE. Ce qu'il faut souligner, c'est qu'il y a du passage et que les frontières ne sont pas étanches entre les deux entités. On a des passages d'une entité à une autre, et il est très important de vérifier que, notamment dans le CEPA, qu'il n'y a pas un passage d'une forme non IgE à une forme IgE. Ça, c'est très important. Je ne vais pas revenir beaucoup sur les tableaux cliniques, juste pour souligner ce tableau. Donc, vraiment, où il y a un surdiagnostic, la proctocolite, filet de sang, bonne croissance, un enfant qui est très bien, examen clinique sans particularité. Maintenant, les recommandations préconisent d'attendre un peu, dit wait and see. Donc, souvent, le problème se règle au bout de quelques mois, au bout de 1 mois, sans qu'il y ait une intervention diététique particulière. Je ne vais pas revenir sur le CEPA. On a souligné ces caractéristiques, ces critères, juste pour souligner que parfois ça aboutit à des errances diagnostiques, notamment dans sa forme chronique, où le signe majeur est la diarrhée chronique. Donc dans la forme aiguë, le signe majeur, c'est les vomissements qui surviennent après un intervalle. Donc l'entéropathie, c'est une entité que connaissent bien les gastro. C'est un tableau qui nécessite une coopération de l'allergo, du gastro. Il y a un retentissement sur l'état général, sur la croissance. Et le tableau, il est très riche sémiologiquement, dominé par la diarrhée chronique. Donc cette plaque, juste pour souligner que la procolite, c'est l'entité la plus fréquente, mais la plus bénigne. Et puis le CEPA, donc c'est l'entité la moins fréquente, mais la plus grave. Alors, le diagnostic, c'est un véritable challenge. Comme je l'ai souligné tout à l'heure, le surdiagnostic, c'est bien documenté. Le sous-diagnostic, il a été démontré dans les études anglaises qu'il faudrait, mais le système anglais il est un peu défaillant, donc il faudrait de 2 semaines à 12 semaines pour faire un diagnostic d'allergie aux protéines de lait de vache. Mais ce qui est souligné énormément dans la littérature, c'est le surdiagnostic. On va voir que les formes, surtout les formes non IgE, aboutissent à une errance diagnostique. On va voir qu'il n'y a aucune spécificité de ces signes et que parfois ça aboutit à un diagnostic d'exclusion. Et on n'aime pas beaucoup l'exclusion en allergologie. On sait qu'en excluant des aliments, on favorise la non-tolérance et l'installation de l'allergie. Donc la sensibilité des tests également est très discutable. Il n'y a pas de test qui est sensible à 100%, spécifique à 100%, ou qui a une valeur prédictive à 100%. Donc ça dépend de la population, de la prévalence. Et puis ça finit souvent par l'épreuve d'élimination, réintroduction. Là, cette plaque, c'est juste pour souligner les syndromes de chevauchement entre les troubles fonctionnels et par exemple, la constipation, les cris incessants. 25% des enfants crient, mais ce n'est pas pour autant qu'ils ont une allergie aux protéines de lait de vache. Mais hélas, beaucoup de prescriptions, donc d'attitudes, on interdit le lait de vache sans preuve et sur des attitudes, sur plutôt de la perception que sur vraiment de la documentation par des examens complémentaires. Alors, comment peut-on, pour confirmer ou corroborer ce diagnostic, les tests cutanés, les IgE, tests d'activation de basophile, il a une grande sensibilité, spécificité, mais son implantation n'est pas très élargie. Les allergènes moléculaires, on en a parlé tout à l'heure, le rapport surtout dans le pronostic et pour guider une immunothérapie, la tryptase pour documenter une anaphylaxie, c'est très important, et puis le recours à l'endoscopie s'il y a un doute diagnostique. Alors on a beaucoup parlé de la calprotectine. Le professeur Taylor adore un peu cet examen. Il a été souligné dans certaines études que les enfants qui ont une allergie aux protéines de la vache dans sa forme non IgE
il y a une augmentation de la calprotectine par rapport au groupe témoin, mais toutefois la différence n'est pas très significative. Le dosage de l'alpha-antitrypsine, ça a été également souligné. Donc l'histoire clinique, ça a été dit tout à l'heure, elle est fondamentale. Il n'est pas question d'exclure un aliment sur des tests cutanés. Je vois que le Dr Gdel l'a souligné tout à l'heure. Je le répète, les tests cutanés, ça montre juste qu'il y a une sensibilisation. Et il est toujours important d'intégrer les tests biologiques ou allergologiques dans une histoire clinique. Alors les IgE spécifiques et les tests cutanés, ils ont en gros une grande sensibilité. Les IgE, ils ont une sensibilité qui est très faible et donc ça montre qu'on aura beaucoup de faux positifs. Et c'est dire que pour confirmer ou corroborer le diagnostic, il est nécessaire de recourir à un test de provocation, mais parfois ce n'est pas toujours facile de le faire. Et puis l'exclusion, réintroduction, soit dans les formes IgE ou dans les formes non IgE. Alors, la valeur prédictive ou le cutoff est un peu discutable dans la littérature. Voilà, c'est des valeurs, par exemple, de 8 mm, pour moins de 2 ans, c'est 6 mm. Pour les IgE spécifiques, 15 KU, moins de 2 ans, c'est 15 KU. Et pour la caséine, si on a une valeur de moins 0,9 KU, on a pratiquement 90% de valeurs prédictives négatives. Donc, il y a beaucoup de chiffres dans la littérature. Le cutoff, ça dépend de la population. Et puis, donc, il est très important, j'y insiste encore, sur l'importance de l'histoire clinique. Alors, l'errance diagnostique peut être due à des formes qui peuvent associer, notamment les troubles fonctionnels. C'est vrai que je suis beaucoup avec le professeur Taher sur les critères de Rome, le Rome 4, je crois qu'on est au Rome 4, bientôt on arrive au Rome 5, les cris incessants, les coliques et tout ça. C'est beaucoup de signes fonctionnels. C'est vrai, l'allergie peut exister chez ces enfants et quand on exclut, ça peut entraîner une amélioration. Néanmoins, ça ne confirme pas le diagnostic. Le même problème a été souligné pour la constipation, les maladies métaboliques, et les troubles fonctionnels. Est-ce qu'on peut deviner quel malade va s'arrêter ou chez qui les symptômes vont s'estomper? Dans l'étude européenne, il a été montré que 50% des enfants qui ont une allergie au lait de vache dans sa forme IgE vont s'arrêter au bout d'1 an de faire des manifestations et la tolérance est acquise au bout d'1 an. Pour les formes non IgE, pratiquement 100% acquièrent une forme de tolérance à l'âge de 1 an. Donc quels sont les critères? Bon, ça montre que juste dans la forme IgE, l'acquisition de la tolérance est plus rapide que dans la forme non IgE, plutôt, la tolérance est plus rapide que dans la forme IgE. Alors, il y a des critères donc, qui ont été établis. Par exemple, si on a un taux de test de KU d'IgE qui est élevé, le taux de persistance est très élevé. Si on a des tests cutanés qui sont positifs, au-delà de 5 mm, ou si on a une dermatite atopique qui est sévère, c'est des facteurs prédictifs de persistance de sifflement. Donc, comme le souligne cette plaque, un passé d'anaphylaxie, un taux élevé d'IgE, un taux au-delà de 10 KU, seul un quart acquiert une tolérance au bout de 6 ans. Donc la caséine, je reviens, donc les valeurs prédictives, la spécificité et la sensibilité, c'est assez discutable, mais ce qui ressort, c'est qu'un témoin, c'est un témoin de tolérance de l'œuf cuit et de la persistance de la réactivité par la suite. Mais en fait, le parcours de la littérature montre qu'il y a beaucoup de facteurs qui interviennent, ce n'est pas que les IgE, c'est l'histoire clinique, l'intervention, on va voir tout à l'heure le rôle de la diététique, et puis également donc, le microbiome, ce que mange la maman, les taux d'IgE, la sévérité des épisodes. Alors, quelle prise en charge peut-on proposer? Je passe très rapidement. Donc, les moyens, donc, ce qu'il faut tenir compte, c'est qu'on peut avoir un passage d'une forme non IgE à une forme IgE. Puis donc les moyens, c'est l'éviction, la réintroduction, et puis l'ITO. Donc voilà ce que pose l'ESPEGAN, donc dans sa dernière version qui est sortie il y a 4 mois ou 5 mois, 2024. Le DRACMA également, donc il a fait une mise au point il y a quelques mois. Donc voilà, exclusion, réintroduction, introduction d'une molécule, pas de différence entre hydrolysate de caséine ou lactosérum.
Alors, pas de promotion pour les probiotiques pour l'instant, donc il n'y a pas d'intervention. Il y a un guidelines du MENA qui préconise en première intention qu'on pourrait donner des hydrolysats de riz. Alors, c'est les mêmes personnes qu'on trouve à Vanderplas, on le trouve partout dans tous les guidelines. Donc, et puis, donc, l'exclusion, la réintroduction, éventuellement confirmée par un TPO. Donc, je passe très rapidement sur... Alors, pour le soja, il y a certains... aux États-Unis, on l'aime bien, donc il y a des guidelines qui ne sont pas contre de l'introduire très précocement, même si la plupart sont contre l'intervention avant 6 mois. Pour la proctocolite, donc la prise en charge, c'est l'observation. On peut faire une exclusion, mais vraiment s'il y a les signes sont très très sévères, puisque propose les Spegam dans sa dernière version, c'est dans les signes sévères, c'est observer, attendre, wait and see. Donc je crois que la plupart des signes se résolvent avec l'âge. Pour le CEPA, donc TPO milieu hospitalier, je passe très rapidement. L'entéropathie allergique. Alors pour les non-IgE, les GA modérés, réintroduction 4 à 6 mois, même si ce délai il est un peu discutable, tout le monde le dit, mais on peut proposer avant, à domicile s'il n'y a pas de signe de gravité. Voilà, donc il faut faire attention au goût, donc débuter par du lait cuit sous forme de gâteau, puis de beurre, donc ça c'est recommandé. Alors ça c'est un schéma, mais ce qu'on recommande, c'est d'adapter un petit peu aux conditions culturelles. Moi, je crois qu'avec l'âge, on apprend à se métamorphoser. Je crois qu'avec le recul, il ne faut pas copier un modèle ou un autre, mais fabriquer son modèle un petit peu et travailler sur le modèle culturel un peu du pays. Alors, s'il y a un modèle, donc des formes IgE, donc on propose un TPO, s'il est négatif, réintroduction à domicile est très rapide. Si un TPO est positif, on fait l'éviction ou l'ITO. Donc l'ITO maintenant, donc, on en parle beaucoup, je vais dire un mot tout à l'heure. S'il y a une réponse ou s'il y a une ingestion accidentelle dans les derniers 6 mois, on retarde, on revoit l'enfant 6 mois plus tard. Il ne faut pas se presser. Donc, alors ce qu'il y a de nouveau, ce qu'on a proposé dans les formes IgE, c'est ces formes d'échelle, c'est l'AIDA. Et je crois que c'est à la mode maintenant, parce que jadis, ils étaient proposés dans les formes non IgE. Maintenant, on les propose beaucoup dans les formes IgE. Maintenant, c'est un modèle un peu espagnol. Voilà, c'est très important. Donc, on ne sait pas le temps qu'il faut passer dans chaque intervalle. On ne sait pas combien il faut rester. On ne sait pas comment il faut augmenter. Ben, chacun il fait ce qu'il veut. Mais en tout cas, ça a changé énormément la vie des enfants et des parents, surtout qui ne veulent pas faire d'immunothérapie allergénique. C'est un peu plus sécurisant, même s'il y a un décès qui a été rapporté un peu par ces échelles. Donc chaque pays il propose, ça c'est les British, ils ont proposé leur échelle. Voilà, ça c'est les Canadiens, ils ont commencé au début, c'était les promoteurs. Ils ont dit que l'immunothérapie ne peut pas être proposée à tout le monde, et pour la démocratie, pour l'éthique, on introduit un peu ces échelles. Voilà, on commence par du muffin, des pancakes, et pour arriver à du miel qui est cru. Donc on vise la dose de 150 à 200 millilitres. Donc, alors quelle est la place de l'ITO? L'ITO, c'est de l'adrénaline. Et là, de ces indications, ça a changé complètement la vie des asthmatiques. Donc, il y a quelques années, on l'a proposé pour les enfants de 4 à 5 ans, chez qui il y a une allergie qui persiste dans sa forme IgE. C'est pour ça qu'il est très important de connaître l'évolution. Et puis, donc, il faut que les parents soient demandeurs. Il a des effets secondaires. On a parlé tout à l'heure de voisite à eosinophile. Il faut qu'il y ait un consentement éclairé. Donc, vraiment, ça demande beaucoup de précautions avant de la faire, des parents motivés. Il faut que ce soit administré à la même heure chez l'enfant, en dehors d'un effort, et il faut qu'ils aient une trousse d'urgence. Il faut que les parents sachent le maniement de l'adrénaline, qu'ils sachent comment gérer. Les médecins doivent également être très disponibles et savoir créer quelques paliers s'il y a des incidents. C'est vraiment, ça change beaucoup la vie de l'asthmatique et de l'allergique.
mais ça pose quelques contraintes. Voilà, on en parlait tout à l'heure de ces contraintes. Voilà, il n'y a pas de protocole standardisé. Voilà, donc on est en train d'abaisser le seuil de l'âge où on l'administre. Il y a 3 phases, la phase d'induction, la phase de maintenance, on va très très doucement, on passe du lait cuit, des laits crus. Et puis j'arrive à la prévention. Prévention, donc on a parlé tout à l'heure du concept de dangerous bottle. Ça, c'est très important. Je crois qu'avec les césariennes et avec, Hassan en parlait tout à l'heure, je crois qu'on ne rend pas service à ces enfants. Et vraiment, on est en train de fabriquer augmenter le taux d'allergie alimentaire. On a souligné énormément le rôle de cette supplémentation durant ces 3 premiers jours. Ça augmente le taux d'allergie alimentaire. Et puis pour les enfants, et ça a été souligné par beaucoup d'études, on n'y peut rien, que l'apport de 10 millilitres diminue le risque de la survenue d'allergie alimentaire. Ça, c'est des études randomisées en double aveugle. Alors, est-ce que donner de l'hydrolysa au niveau de la maternité pourrait prévenir l'apparition de l'allergie aux protéines de lait de vache? Ça, c'est pas très sûr et c'est pas documenté. Donc, pour l'instant, ça reste en pointué. Alors, pour la diversification, je termine dans 3 secondes, ne doit pas être retardée, la fenêtre thérapeutique. Il faut respecter cette fenêtre de tolérance. Donc, l'éducation, il est très important d'avoir une trousse d'urgence. Le projet d'accueil individualisé, malheureusement, au Maroc, on a juste quelques écoles qui le préconisent. Nos décideurs ne sont pas encore sensibilisés à ce problème. L'allergie alimentaire n'est pas encore une priorité. L'éducation thérapeutique, c'est fondamental d'avoir une trousse d'urgence. Les parents souvent sont livrés à eux-mêmes. Et puis l'ITO, vraiment qui a changé la vie de ces enfants. Mais il faudrait qu'il y ait une demande et qu'il y ait de l'accompagnement. En conclusion, le spectre, il est très large. Le surdiagnostic, il est très fréquent. Ça peut mettre en jeu le pronostic vital. L'ITO a changé la qualité de vie des parents, des enfants. Et puis ces échelles de lait qu'on a introduites au niveau des formes IgE ont complètement métamorphosé la vie des malades, de la famille et des médecins. Je vous remercie. Merci beaucoup, professeur Mahraoui. Merci beaucoup d'avoir respecté le temps. Ça va, c'est bon. Voilà.